Dans cette vidéo captivante, découvrez l'histoire d'un petit garçon qui approche un millionnaire avec un dessin, révélant un message surprenant au verso. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et, si vous le souhaitez, de soutenir notre travail en faisant un don via le lien dans le commentaire épinglé. Profitez bien de cette histoire. Par une fraîche matinée d'automne, les rues de Paris s'éveillaient doucement. Les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air, portées par une brise légère. Au cœur du 16e arrondissement, là où les immeubles haussmanniens côtoient les boutiques de luxe, un homme d'affaires pressé sortait d'une berline rutilante. Cet homme, était Gabriel Delacroix, magnate de l'immobilier et figure incontournable du monde des affaires parisien. À 45 ans, il avait bâti un empire qui faisait de lui l'un des hommes les plus riches et influents de France. Vêtu d'un costume sur mesure et chaussé de souliers italiens, il s'apprêtait à entrer dans le siège de sa société pour une journée chargée de réunions et de décisions importantes. Mais alors qu'il s'avançait vers les portes vitrées de l'immeuble, un petit garçon d'une dizaine d'années surgit de nulle part et se planta devant lui. L'enfant, habillé simplement d'un jean usé et d'un sweatshirt trop grand pour lui, contrastait fortement avec l'élégance de Gabriel et le décor cossu du quartier. « Monsieur, s'il vous plaît », s'exclama le garçon d'une voix tremblante mais déterminée. Gabriel, surpris et légèrement agacé par cette interruption, s'arrêta net. Il jeta un coup d'œil à sa montre de luxe, conscient que chaque seconde perdue pouvait avoir des conséquences sur son emploi du temps minuté. « Que veux-tu, mon garçon ? Je suis pressé, » répondit-il d'un ton sec. Le petit garçon, que nous appellerons Théo, tendit alors une feuille de papier pliée en 4 vers Gabriel. Ses mains étaient sales et ses ongles rongés, signe d'une vie bien différente de celle du millionnaire. « J'ai fait ce dessin pour vous. Pouvez-vous le garder, s'il vous plaît ? C'est important, » murmura Théo, les yeux brillants d'espoir et d'appréhension. Gabriel hésita un instant. Son instinct lui disait d'ignorer cet enfant et de poursuivre son chemin. Mais quelque chose dans le regard de Théo l'interpella. Peut-être était-ce la sincérité qui s'y lisait, ou le désespoir caché derrière cette requête improbable. D'un geste machinal, il prit le papier des mains de l'enfant. « Très bien, je le garderai. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Théo avait déjà disparu dans la foule des passants, laissant Gabriel perplexe sur le trottoir. Le millionnaire secoua la tête, glissa le papier dans la poche intérieure de sa veste et entra dans l'immeuble, chassant rapidement cet incident de son esprit. Ce n'est qu'en fin de journée, alors qu'il se déshabillait dans son penthouse avec vue sur la tour Eiffel, que Gabriel retrouva le dessin froissé. Par curiosité, il le déplia et observa ce qui semblait être le gribouillis maladroit d'un enfant. Une maison, un soleil souriant et 2 personnages se tenant par la main. Intrigué malgré lui, Gabriel retourna la feuille. Ce qu'il lut au verso le figea sur place. Les mots, tracés d'une écriture enfantine mais lisible, allaient bouleverser sa vie à jamais. « Cher papa, je sais que tu ne me connais pas, mais maman m'a toujours dit que tu étais un homme bon. Elle est très malade maintenant, et j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, sauve-nous, ton fils, Théo. » Le cœur de Gabriel se mit à battre la chamade. Un fils ? Lui ? Comment était-ce possible ? Et qui était cette femme malade ? Alors que les questions se bousculaient dans son esprit, une chose était sûre. Sa vie venait de prendre un tournant inattendu, et rien ne serait plus jamais comme avant. Gabriel Delacroix passa une nuit agitée, hanté par le message de Théo. Les mots de l'enfant résonnaient dans son esprit, faisant remonter à la surface des souvenirs enfouis depuis longtemps. Il se replongea 12 ans en arrière, à une époque où il n'en était qu'un jeune entrepreneur ambitieux, luttant pour faire décoller sa première entreprise immobilière. C'est alors qu'il se souvint d'elle. Élodie, une jeune serveuse qu'il avait rencontrée dans un café près de son minuscule bureau. Leur histoire avait été brève mais intense, une parenthèse de douceur dans sa vie consacrée au travail. Mais quand son entreprise avait enfin commencé à décoller, Gabriel s'était plongé corps et âme dans les affaires, reléguant Élodie au rang de simple aventure. Le lendemain matin, les yeux cernés et l'esprit embrumé, Gabriel se rendit dans son bureau plus tôt que d'habitude.
Il convoqua immédiatement son assistant personnel, Marc. « Marc, j'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un pour moi. Une femme nommée Élodie. Je n'ai pas son nom de famille, mais elle travaillait comme serveuse dans le quartier il y a environ 12 ans. » Marc, habitué aux demandes étranges de son patron, ne broncha pas. « Bien sûr, monsieur Delacroix, je m'en occupe immédiatement. » Pendant que Marc menait l'enquête, Gabriel tenta de se concentrer sur ses affaires courantes. Mais son esprit revenait sans cesse à Théo et à ce dessin qui avait bouleversé sa vie. Comment avait-il pu ignorer l'existence de son propre fils pendant toutes ces années? Et dans quel état se trouvait Élodie? Après plusieurs heures d'attente insoutenable, Marc revint avec des informations. « Monsieur, j'ai trouvé une Élodie Mercier qui correspond à votre description. Elle vit dans une HLM à Aubervilliers. J'ai l'adresse si vous la souhaitez. » Gabriel sentit son cœur se serrer. Aubervilliers. Un monde à des années-lumière de son univers doré du 16e arrondissement. Sans hésiter, il annula tous ses rendez-vous de l'après-midi et se dirigea vers sa voiture. Le trajet jusqu'à Aubervilliers fut comme un voyage dans un autre monde. Les immeubles cossus laissèrent place à des bars d'immeubles défraîchis, les boutiques de luxe à des commerces de proximité aux devantures fatiguées. Gabriel réalisa soudain à quel point il s'était coupé de la réalité de la majorité des Français. Arrivé devant l'immeuble de Élodie, il hésita. Que dirait-il? Comment expliquer son absence pendant toutes ces années? Et surtout, comment pourrait-il rattraper le temps perdu? Rassemblant son courage, il monta les escaliers jusqu'au 4e étage. L'odeur de renfermé et les murs écaillés témoignaient de la précarité des lieux. Devant la porte 407, il s'arrêta, le cœur battant. Il entendait à l'intérieur la voix d'un enfant, Théo, et celle, plus faible, d'une femme. Gabriel leva la main pour frapper, mais s'arrêta net. Et si Élodie refusait de le voir? Et si Théo le rejetait? Pour la première fois de sa vie, le puissant homme d'affaires se sentit vulnérable et effrayé. Finalement, prenant une profonde inspiration, il frappa 3 coups à la porte. Le silence se fit à l'intérieur, puis des pas légers s'approchèrent. La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage surpris de Théo. « Papa » murmura l'enfant, les yeux écarquillés. À cet instant, Gabriel sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Il était venu chercher des réponses, mais il avait trouvé bien plus. Une famille qu'il ne connaissait pas, et une partie de lui-même qu'il avait oubliée depuis longtemps. « Théo » répondit-il d'une voix étranglée par l'émotion. « Je suis là maintenant. Je suis là pour vous aider. » Derrière Théo, une voix faible mais familière se fit entendre. « Gabriel, c'est vraiment toi ?» Le millionnaire sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'apprêtait à entrer dans l'appartement, à faire face à son passé et à un avenir incertain, mais plein de promesses. Gabriel franchit le seuil de l'appartement, le cœur battant la chamade. L'intérieur était modeste mais propre, chaque recoin témoignant d'une lutte quotidienne contre la précarité. Ses yeux s'arrêtèrent sur une silhouette frêle allongée sur un canapé-lit dans le salon. Élodie. Malgré les années et la maladie qui avait visiblement ravagé son corps, Gabriel la reconnut instantanément. Ses longs cheveux bruns d'autrefois avaient laissé place à une chevelure clairsemée et terne, mais ses yeux verts brillaient toujours du même éclat. « Élodie » murmura-t-il en s'approchant lentement. « Je ne savais pas. » Elle esquissa un faible sourire. « Je sais, Gabriel. Je n'ai jamais voulu te le dire. » Théo, silencieux jusqu'alors, intervint. « Maman, c'est vraiment lui, mon père ?» Élodie hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues creuses. « Oui, mon chéri, c'est ton père. » Gabriel s'assit sur le bord du canapé-lit, submergé par une vague de émotions contradictoires. Culpabilité, colère, tristesse, mais aussi un étrange sentiment de complétude qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il doucement à Élodie. « J'aurais pu vous aider, être là pour vous. » Élodie prit une profonde inspiration, grimaçant légèrement comme si chaque mouvement lui coûtait. « Tu avais tellement d'ambition, Gabriel. Ton entreprise commençait tout juste à décoller. Je ne voulais pas être un fardeau. Et puis, quand j'ai appris que J était enceinte, tu étais déjà parti. J'ai pensé que C était un signe, que je devais me débrouiller seul.
Gabriel sentit la culpabilité l'envahir. Il se souvenait de ces jours frénétiques où il travaillait jour et nuit, négligeant tout le reste, y compris Élodie. Il n'avait même pas pris la peine de lui dire au revoir correctement, trop absorbé par ses affaires. « J'ai été un imbécile », admit-il. « J'ai passé ma vie à courir après le succès, sans réaliser que je passais à côté de l'essentiel. » Théo, qui avait écouté attentivement, s'approcha timidement. « Alors, tu vas rester avec nous maintenant ?» La question innocente de l'enfant frappa Gabriel de plein fouet. Il regarda ce petit garçon, son fils, qui avait grandi sans lui, et Élodie, qui avait lutté seule pendant toutes ces années. La réponse était évidente. « Oui, Théo, je vais rester, nous allons affronter cela ensemble. » Mais Élodie secoua faiblement la tête. « Gabriel, tu dois savoir, je suis malade, très malade. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques mois. » Le choc de cette révélation paralysa Gabriel. Il venait à peine de retrouver Élodie, de découvrir l'existence de son fils, et déjà la vie menaçait de tout lui arracher. « Non, » dit-il fermement. « Je refuse de l'accepter. Tu as lutté seule pendant trop longtemps, Élodie. Maintenant, nous allons nous battre ensemble. Je vais trouver les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Nous n'abandonnerons pas. » Élodie sourit tristement. Gabriel, toujours aussi déterminé. « Mais certaines choses ne peuvent pas s'acheter, même avec tout l'argent du monde. »« Peut-être, » répondit Gabriel, « mais nous pouvons essayer. Pour Théo, pour nous. » Il se tourna vers son fils, qui les regardait avec un mélange d'espoir et de peur. « Théo, je sais que je n'ai pas été là pour toi jusqu'à présent, mais je te promets que cela va changer. Nous allons former une famille, tous les trois. » Théo hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Je savais que tu viendrais, papa, je l'ai toujours su. » Alors que la nuit tombait sur Aubervilliers, une nouvelle réalité se dessinait pour Gabriel Delacroix. Lui qui avait passé sa vie à construire des empires de béton et d'acier, il réalisait enfin que la véritable richesse se trouvait ici, dans ce petit appartement, avec ce fils qu'il ne connaissait pas encore et cette femme qu'il n'avait jamais vraiment oubliée. Le combat qui les attendait serait difficile, mais pour la première fois de sa vie, Gabriel était prêt à se battre pour quelque chose qui dépassait ses propres intérêts. Il ignorait ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était certaine, il ne les abandonnerait plus jamais. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et d'actions pour Gabriel. Il mit toutes ses ressources et son influence au service des Élodie, consultant les meilleurs oncologues de France et même d'Europe. Pendant ce temps, il commença à tisser des liens avec Théo, découvrant peu à peu la personnalité de ce fils qu'il n'avait jamais connu. Un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner avec Théo dans la cuisine exiguë de l'appartement d'Aubervilliers, Gabriel fut frappé par le contraste entre sa vie d'avant et celle qu'il menait maintenant. « Papa » demanda Théo en mordant dans sa tartine. « Pourquoi tu vis dans une si grande maison alors que nous, on est dans ce petit appartement ?» La question, innocente mais pertinente, prit Gabriel au dépourvu. Il réalisa soudain à quel point sa vie avait été déconnectée de la réalité de la plupart des gens. « C'est compliqué, Théo », commença-t-il, cherchant ses mots. « J'ai passé beaucoup de temps à gagner de l'argent, à acheter des choses que je pensais importantes. Mais maintenant, je réalise que ce N n'était pas l'essentiel. » Théo hocha la tête, semblant comprendre plus qu'un enfant de son âge ne le devrait. Maman dit toujours que l'important, c'est de être ensemble et de s'aimer. Ces paroles touchèrent Gabriel au plus profond de son être. Ta maman a raison, Théo, et c'est une leçon que j'aurais dû apprendre il y a longtemps. Cette conversation fut un tournant pour Gabriel. Le soir même, il prit une décision qui allait bouleverser sa vie et celle de nombreuses autres personnes. Il convoqua une réunion d'urgence de son conseil d'administration. Face au regard perplexe de ses collaborateurs, il annonça « Messieurs, j'ai une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise va changer de direction. Nous allons nous concentrer sur la construction de logements abordables dans des quartiers comme Aubervilliers. Nous allons travailler avec les communautés locales pour créer des espaces de vie dignes pour tous. » Un silence stupéfait accueillit sa déclaration, rapidement suivi d'un brouhaha de protestations et de questions. Mais Gabriel resta ferme. « Je sais que ce changement peut sembler radical,
Mais j'ai récemment pris conscience de l'énorme fossé qui existe entre notre monde et celui de la majorité des gens. Il est temps pour nous d'utiliser notre succès pour faire une réelle différence. Les jours suivants furent intenses. Gabriel dut faire face à la résistance de certains actionnaires, aux interrogations de la presse et aux défis logistiques que représentait ce changement de cap. Mais il trouva une force et une détermination qu'il ne se connaissait pas, puisant son inspiration dans les sourires de Théo et dans la lutte courageuse d'Élodie contre la maladie. Parallèlement, il commença à passer plus de temps à Aubervilliers. Il apprit à connaître les voisins d'Élodie, écoutant leurs histoires, leurs difficultés, mais aussi leurs espoirs. Il découvrit un monde de solidarité et de résilience qui le touchèrent profondément. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail, il trouva Élodie assise sur le canapé, l'air plus en forme que d'habitude. « Les derniers traitements semblent faire effet », dit-elle avec un sourire fatigué mais plein d'espoir. « Les médecins sont prudemment optimistes. » Gabriel sentit son cœur se gonfler de joie et d'espoir. Il s'assit à côté d'elle et prit sa main dans la sienne. « Élodie, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, mais je veux que tu saches que je suis là maintenant, pour de bon. Pour toi, pour Théo, pour notre famille. » Elle le regarda, les yeux brillants de larmes contenues. « Je sais, Gabriel, et tu ne peux pas imaginer à quel point cela compte pour nous. » À cet instant, Théo entra dans la pièce, un grand sourire aux lèvres. « Papa, maman, regardez ce que j'ai dessiné à l'école aujourd'hui. » Il leur tendit un dessin représentant 3 personnages se tenant par la main devant une grande maison. Au-dessus, il avait écrit « Ma famille ». Gabriel sentit son cœur se serrer d'émotion. Il réalisa que malgré tous les défis qui les attendaient encore, il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Ici, dans ce petit appartement d'Aubervilliers, avec Élodie et Théo, il avait découvert le vrai sens du mot « maison ». Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation intense pour Gabriel. Jongler entre sa nouvelle vie familiale à Aubervilliers et ses responsabilités professionnelles s'avérait être un défi de taille. Chaque jour apportait son lot de surprises, de joie, mais aussi de difficultés. Un matin, alors qu'il se préparait pour une importante réunion, Gabriel reçut un appel de l'école de Théo. Son fils avait été impliqué dans une bagarre et il devait venir le chercher immédiatement. Sans hésiter, il annula sa réunion et se précipita à l'école. Il trouva Théo assis dans le bureau du directeur, l'air penaud, avec un œil au beurre noir. Le directeur expliqua que Théo S. était battu avec un camarade qui se moquait de sa nouvelle famille riche. Sur le chemin du retour, Gabriel tenta de parler à son fils. « Théo, tu sais que la violence n'est pas la solution. Pourquoi n'es-tu pas venu me parler de ces moqueries ?» Théo garda le silence un moment avant de répondre d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas que tu penses que j'y étais faible. Et puis, j'avais peur que tu repartes si tu voyais que ça causait des problèmes. » Ces mots frappèrent Gabriel de plein fouet. Il réalisa soudain à quel point son absence passée avait affecté son fils, créant une insécurité profonde. « Théo, dit-il en s'arrêtant pour regarder son fils dans les yeux, je ne partirai plus jamais. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi et ta mère. Nous sommes une famille maintenant, et rien ne changera cela. » Cette conversation fut un tournant dans leur relation. Gabriel comprit qu'il ne suffisait pas d'être présent physiquement. Il devait aussi gagner la confiance de son fils et lui montrer qu'il pouvait compter sur lui en toutes circonstances. Pendant ce temps, le nouveau projet de Gabriel pour son entreprise commençait à prendre forme. Il avait lancé un vaste programme de rénovation urbaine à Aubervilliers, impliquant les habitants dans chaque étape du processus. Cependant, tous n'étaient pas enthousiastes face à ces changements. Un soir, alors qu'il rentrait d'une réunion communautaire particulièrement houleuse, il trouva Élodie en larmes dans la cuisine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. Élodie essuya ses larmes et lui tendit une lettre. « C'est de Madame Dubois, notre voisine du dessus. Elle dit que nous ne sommes plus les bienvenus ici, que nous avons trahi le quartier en nous, alliant avec les riches. » Gabriel sentit la colère monter en lui.
Il avait travaillé si dur pour essayer d'améliorer les choses, et voilà comment certains le percevaient. Mais en voyant la détresse de Élodie, il comprit que la situation était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. « Je vais lui parler », dit-il doucement. « Nous allons arranger ça. » Le lendemain, Gabriel frappa à la porte de Madame Dubois. La vieille dame, méfiante, finit par le laisser entrer. Pendant des heures, ils parlèrent. Gabriel écouta ses craintes, ses inquiétudes face aux changements qui bouleversaient son quartier. Il comprit que derrière sa colère se cachait la peur de perdre le seul foyer qu'elle avait toujours connu. À la fin de leur conversation, Madame Dubois-N n'était pas totalement convaincue, mais elle avait au moins accepté d'assister à la prochaine réunion communautaire pour exprimer ses préoccupations. Cette expérience fit réaliser à Gabriel que le changement qu'il voulait apporter ne serait pas facile. Il ne s'agissait pas seulement de construire de nouveaux bâtiments, mais de préserver l'âme d'une communauté tout en l'aidant à évoluer. Le soir, alors qu'il racontait sa journée à Élodie et Théo autour du dîner, Gabriel fut frappé par la simplicité et la chaleur de ce moment. Malgré tous les défis, malgré la maladie d'Élodie qui planait toujours comme une ombre menaçante, il se sentait plus vivant et plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. « Vous savez, » dit-il en regardant les deux êtres qui étaient devenus le centre de son univers, « je crois que j'ai enfin compris ce que signifie vraiment le succès. Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir, c'est ça, juste ça. Être ensemble, affronter les difficultés ensemble et créer un foyer rempli d'amour. » Élodie lui sourit tendrement, tandis que Théo se blottissait contre lui. À cet instant, Gabriel sut qu'il avait trouvé sa véritable vocation. Peu importaient les obstacles à venir, il était prêt à les affronter, pour sa famille et pour tous ceux qui, comme eux, méritaient une chance de vivre dignement. Elle était touchée à sa fin, et avec lui arrivait une vague de chaleur sans précédent sur Paris. Dans les rues d'Aubervilliers, l'atmosphère était étouffante, l'asphalte fondant presque sous les pieds des passants. Cette canicule mettait à rude épreuve les habitants du quartier, en particulier les plus vulnérables. Gabriel, le diagnostic tomba rapidement, déshydratation sévère due à la chaleur. Pendant que Élodie se remettait à l'hôpital, Gabriel prit une décision. Il ne pouvait pas attendre que ses projets de rénovation se concrétisent. Il devait agir maintenant. En l'espace de quelques jours, mobilisant toutes ses ressources et son réseau, Gabriel mit en place un plan d'urgence. Des climatiseurs furent installés dans tous les appartements de l'immeuble. Des points d'eau fraîche furent créés dans le quartier. Des équipes de bénévoles furent organisées pour vérifier régulièrement l'état des personnes âgées ou malades. Mais ce n'était pas suffisant. Gabriel comprit que le problème était plus profond. Les bâtiments eux-mêmes n'étaient pas adaptés à ces nouvelles conditions climatiques. Lors d'une réunion d'urgence avec son équipe, il déclara « Nous devons repenser entièrement notre approche. Nos projets de rénovation doivent intégrer des solutions écologiques et durables. Isolation thermique, toit végétalisé, système de récupération d'eau. Nous allons faire d'Aubervilliers un modèle de quartier résilient face au changement climatique. » Cette décision souleva une vague de protestations parmi certains de ses actionnaires. Les coûts allaient exploser, les délais s'allonger. Mais Gabriel resta inflexible. Si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous? C'est notre responsabilité de construire un avenir viable pour tous. Pendant ce temps, Théo, profondément affecté par l'hospitalisation de sa mère, passait de plus en plus de temps avec Gabriel. Un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un devoir de science, Théo demanda timidement « Papa, est-ce que je peux t'aider dans ton travail ? Je veux faire quelque chose pour aider maman et les autres personnes du quartier. » Gabriel fut touché par la demande de son fils. Il réalisa que Théo, malgré son jeune âge, avait une conscience aiguë des enjeux qui les entouraient. « Bien sûr, mon grand, en fait, j'ai une idée. » Le week-end suivant, Gabriel organisa une journée. Imaginons notre quartier, où les enfants d'Aubervilliers étaient invités à dessiner leur vision d'un quartier idéal. Théo, fier de son rôle de co-organisateur, s'impliqua avec enthousiasme. Les dessins récoltés furent une véritable révélation. Les enfants avaient imaginé des solutions créatives et souvent surprenantes. Des jardins suspendus, des systèmes de transport écologiques,
des espaces de jeux intergénérationnels, Gabriel réalisa que la clé du changement résidait peut-être dans cette capacité des enfants à rêver sans limite. Inspiré par cette expérience, il décida d'intégrer certaines de ses idées dans ses plans de rénovation. Il mit en place un comité consultatif composé d'enfants du quartier, dont Théo, pour apporter un regard neuf sur chaque projet. Lorsqu'Élodie sortit enfin de l'hôpital, elle fut accueillie par un quartier en pleine effervescence. Des chantiers avaient démarré, des espaces verts commençaient à prendre forme, et surtout, un nouvel esprit de communauté semblait avoir émergé. Le soir, assis sur le balcon de leur appartement fraîchement rénové, Gabriel, Élodie et Théo contemplaient le quartier qui se transformait sous leurs yeux. « Tu sais, » dit Élodie en serrant la main de Gabriel, « quand tu es revenu dans nos vies, je n'aurais jamais imaginé tout ça. Tu n'as pas seulement changé notre vie, tu es en train de changer celle de tout un quartier. » Gabriel sourit, ému. « C'est vous qui m'avez changé, vous m'avez ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. » Théo, blotti entre ses parents, leva les yeux vers le ciel étoilé. « Et ce n'est que le début, n'est-ce pas ?»« Oui, mon chéri, » répondit Gabriel en ébouriffant les cheveux de son fils. « Ce n'est que le début d'une grande aventure. Ensemble, nous allons construire un avenir meilleur, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui en ont besoin. » Alors que la nuit tombait sur Aubervilliers, une nouvelle page s'ouvrait pour Gabriel, sa famille et tout un quartier. Les défis étaient encore nombreux, mais pour la première fois, l'espoir brillait plus fort que jamais dans le cœur de chacun. L'automne était bien installé sur Paris, parant Aubervilliers de teintes dorées et cuivrées. Le quartier, en pleine métamorphose, bourdonnait d'une énergie nouvelle. Les travaux de rénovation battaient leur plein, insufflant un vent d'espoir parmi les habitants. Un matin, alors que Gabriel prenait son café sur le balcon de l'appartement, observant les ouvriers s'affairer sur le chantier en contrebas, son téléphone sonna. Était Marc, son assistant personnel. « Monsieur Delacroix, » dit Marc d'une voix tendue, « il y a quelque chose que vous devez savoir. Un journaliste d'investigation est en train de fouiller dans votre passé. Il semble particulièrement intéressé par vos activités d'il y a une quinzaine d'années. » Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait exactement de quoi il s'agissait. À l'époque où il bâtissait son empire, il avait fait des choix discutables, des arrangements avec certains politiciens, des pots de vin pour obtenir des permis de construire, des méthodes agressives pour acquérir des terrains. Rien d'illégal à proprement parler, mais certainement pas éthique. « Merci, Marc, » répondit-il d'une voix blanche. « Tenez-moi au courant de l'évolution de la situation. » Lorsqu'il raccrocha, Gabriel se rendit compte qu'Élodie se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre, le regardant avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas, Gabriel ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita un instant, puis décida de lui dire la vérité. Au fil des derniers mois, il avait appris l'importance de l'honnêteté dans une relation. Il lui raconta tout, les yeux rivés sur le sol, n'osant pas affronter son regard. Quand il eut fini, un silence pesant s'installa. Finalement, Élodie prit la parole. « Je ne vais pas te mentir, Gabriel. Ça me déçoit d'apprendre ça. Mais ce qui compte, c'est l'homme que tu es devenu, pas celui que tu étais. » Ces paroles, bien que réconfortantes, ne suffirent pas à apaiser le tourment intérieur de Gabriel. Il savait qu'il devait faire face à son passé, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tous ceux qui comptaient désormais sur lui. Dans les jours qui suivirent, Gabriel prit une décision radicale. Il convoqua une conférence de presse et, devant une assemblée de journalistes ébahis, il avoua ses erreurs passées. Il détailla ses actions discutables, exprima ses regrets sincères et annonça un plan pour réparer les torts causés. « Je ne cherche pas d'excuses », déclara-t-il, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai fait des erreurs, des choix égoïstes guidés par l'appât du gain. Mais aujourd'hui, je veux utiliser ma position et mes ressources pour faire le bien. Je m'engage à reverser une partie significative de ma fortune personnelle à des projets de développement urbain durable dans les quartiers défavorisés. » La réaction fut immédiate et mitigée. Certains saluèrent son courage et son honnêteté, d'autres appelèrent à sa démission. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les débats faisaient rage dans les médias.
Au milieu de cette tempête médiatique, Gabriel trouva refuge auprès de sa famille. Élodie et Théo restèrent à ses côtés, lui offrant un soutien indéfectible. Un soir, alors que la pression semblait à son comble, Théo s'approcha de son père qui était assis, la tête entre les mains, dans le salon. « Papa, dit-il doucement, tu sais, à l'école, on a appris que tout le monde fait des erreurs. Ce qui est important, c'est d'essayer de les réparer et de devenir une meilleure personne. Je pense que c'est ce que tu fais. » Ces mots simples, empreints de la sagesse innocente de l'enfance, touchèrent Gabriel au plus profond de son être. Les larmes aux yeux, il serra son fils dans ses bras, réalisant à quel point il avait grandi et mûri ces derniers mois. Petit à petit, la tempête médiatique s'apaisa. Les actions concrètes de Gabriel pour améliorer la vie dans les quartiers défavorisés commencèrent à porter leurs fruits, attirant l'attention sur le présent plutôt que sur le passé. Un jour, alors qu'il visitait un nouveau chantier à Aubervilliers, un vieil homme s'approcha de lui. Gabriel le reconnut comme l'un des habitants qu'il avait jadis forcé à déménager pour un de ses projets immobiliers. « Monsieur Delacroix, » dit le vieil homme, « je ne pensais pas dire ça un jour, mais... Merci. Merci d'avoir eu le courage d'admettre vos erreurs et de chercher à les réparer. Vous nous montrez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Ces mots furent pour Gabriel une forme de rédemption. Il comprit que son passé ferait toujours partie de lui, mais que ce qui comptait vraiment, ces étaient les actions qu'il entreprenait maintenant pour construire un avenir meilleur. Ce soir-là, de retour chez lui, Gabriel serra Élodie et Théo dans ses bras, reconnaissant pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Ensemble, ils avaient traversé cette épreuve, et ensemble, ils étaient prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait. L'hiver s'était installé sur Paris, enveloppant Aubervilliers d'un manteau blanc. Les travaux de rénovation, bien que ralentis par le froid, continuaient avec détermination. Gabriel, malgré les épreuves récentes, était plus déterminé que jamais à mener à bien sa mission de transformation du quartier. Un matin, alors qu'il se rendait à une réunion avec les représentants de la mairie, Gabriel fut interpellé par une jeune femme. Il la reconnut immédiatement. C'était Amina, une brillante étudiante en architecture qu'il avait rencontrée lors d'une conférence quelques mois plus tôt. « Monsieur Delacroix, » dit-elle, le souffle court, « j'ai une idée pour le projet d'Aubervilliers. Je pense que ça pourrait vraiment faire la différence. » Intrigué, Gabriel l'invita à présenter son idée lors de la réunion. Amina proposa un concept révolutionnaire, un système de bâtiments-ponts qui relierait physiquement les différents quartiers d'Aubervilliers, symbolisant la connexion entre les communautés et facilitant les échanges. L'idée fit sensation. Les représentants de la mairie étaient enthousiastes, voyant là une opportunité de faire d'Aubervilliers un modèle d'innovation urbaine. Gabriel, quant à lui, était impressionné par l'audace et la créativité d'Amina. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », déclara-t-il. Une vision qui va au-delà de la simple rénovation, qui crée de véritables liens entre les gens. Dans les semaines qui suivirent, Gabriel travailla étroitement avec Amina pour développer ce concept. Il fut frappé par sa passion et son engagement envers les communautés défavorisées. Elle lui rappelait un peu lui-même à ses débuts, avant que l'ambition et l'appât du gain ne prennent le dessus. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur les plans, Amina lui confia « Vous savez, monsieur Delacroix, j'ai grandi dans un quartier comme celui-ci. Je sais ce que c'est de se sentir isolé, coupé du reste de la ville. Ce projet, c'est ma façon de changer les choses. » Ces mots touchèrent Gabriel profondément. Il réalisa que ce projet était bien plus qu'une simple rénovation urbaine. Était une opportunité de réparer les fractures sociales, de créer des ponts entre les différentes communautés de la ville. Pendant ce temps, à la maison, Élodie continuait sa lutte contre la maladie. Les traitements semblaient porter leurs fruits, mais le combat était loin d'être terminé. Théo, de son côté, s'épanouissait à l'école et s'impliquait de plus en plus dans les projets de son père. Un jour, alors que Gabriel présentait les derniers plans à sa famille, Théo eut une idée. Et si on faisait des jardins sur les bâtiments-ponts? Comme ça, les gens pourraient cultiver leurs propres légumes et se rencontrer en même temps. Gabriel fut stupéfait par la perspicacité de son fils. L'idée était brillante, alliant écologie et lien social.
Il l'intégra immédiatement au projet, avec l'enthousiasme d'Amina et l'approbation de la mairie. Le projet Pont Vivant d'Aubervilliers devint rapidement un symbole d'espoir et de renouveau pour tout le quartier. Les habitants, d'abord sceptiques, commencèrent à s'approprier l'idée, proposant leurs propres suggestions et s'impliquant dans la planification. Un jour, alors que Gabriel supervisait le début des travaux sur le premier bâtiment-pont, il fut approché par un groupe de jeunes du quartier. Ils lui demandèrent s'il pouvait participer aux travaux, apprendre les métiers du bâtiment. Saisi par cette opportunité, Gabriel mit en place un programme de formation en partenariat avec des entreprises locales. Ce qui avait commencé comme un projet de rénovation urbaine se transformait en une véritable renaissance sociale et économique pour Aubervilliers. Le soir, en rentrant chez lui, Gabriel trouva Élodie assise sur le balcon, contemplant le quartier en transformation. Elle semblait plus forte, plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Tu sais, dit-elle en prenant sa main, quand tu es revenu dans nos vies, je n'aurais jamais imaginé tout ça. Tu n'as pas seulement changé notre vie, tu es en train de changer celle de toute une communauté. » Gabriel sourit, ému. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça, Élodie. C'est nous tous, toi, Théo, Amina, tous les habitants d'Aubervilliers. Nous sommes en train de créer quelque chose de plus grand que nous. » À cet instant, Théo les rejoignit sur le balcon, un grand sourire aux lèvres. « Papa, maman, regardez, les lumières du premier bâtiment-pont s'allument. » En effet, au loin, une structure élégante s'illuminait doucement, jetant un pont de lumière entre deux parties du quartier autrefois séparées. C était plus qu'un simple bâtiment, C était le symbole d'un avenir meilleur, construit ensemble. Gabriel serra sa famille dans ses bras, le cœur gonflé de fierté et d'espoir. Il savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois de sa vie, il était certain d'être sur la bonne voie. Le printemps était revenu à Aubervilliers, apportant avec lui une explosion de couleurs et de vie. Le projet des ponts vivants avait considérablement progressé, transformant le paysage du quartier. Cependant, comme toute grande transformation, elle ne se faisait pas sans heurts. Un matin, Gabriel fut réveillé par un appel urgent d'Amina. « Monsieur Delacroix, nous avons un problème. Un groupe d'habitants du quartier historique bloque l'accès au chantier du deuxième bâtiment-pont. Ils disent que le projet menace leur identité et leur mode de vie. » Gabriel se précipita sur le site, où il trouva une foule en colère. À leur tête se tenait Madame Dubois, la vieille voisine qui, était jadis opposée à sa présence dans le quartier. « Monsieur Delacroix, lança-t-elle d'une voix forte malgré son âge, vous prétendez nous aider, mais vous êtes en train de détruire notre quartier. Ces nouveaux bâtiments, ces nouveaux habitants, ce n'est plus chez nous ici. » Gabriel comprit que malgré tous ses efforts, il avait négligé un aspect crucial, la préservation de l'identité et de l'histoire du quartier. Il réalisa que le changement, aussi positif soit-il, pouvait être effrayant pour ceux qui avaient vécu toute leur vie dans un environnement familier. Plutôt que de s'opposer aux manifestants, Gabriel prit une décision sur le champ. « Mesdames et messieurs, dit-il, je vous ai écouté et je comprends vos inquiétudes. Je vous propose de suspendre les travaux pendant une semaine. Pendant ce temps, nous allons organiser des ateliers où vous pourrez tous exprimer vos préoccupations et vos idées pour le projet. » Cette approche conciliante surprit la foule. Madame Dubois, méfiante mais intriguée, accepta la proposition au nom du groupe. Les jours suivants furent intenses. Gabriel, Amina et leur équipe travaillèrent jour et nuit pour organiser des sessions de consultation avec les habitants. Ils écoutèrent les histoires des anciens, les espoirs des jeunes, les craintes des commerçants locaux. Théo, qui assistait à certaines de ces réunions, eut une idée brillante. « Papa, dit-il un soir, et si on créait un musée du quartier dans l'un des bâtiments-ponts, comme ça, l'histoire d'Aubervilliers serait au cœur du nouveau projet. » L'idée fit mouche. Lors de la présentation du projet révisé, une semaine plus tard, le concept d'un pont de la mémoire fut accueilli avec enthousiasme. Ce bâtiment-pont abriterait non seulement un musée retraçant l'histoire du quartier, mais aussi des espaces pour les artisans locaux et un centre communautaire. Madame Dubois elle-même fut émue aux larmes lorsqu'on lui proposa de faire partie du comité
chargé de rassembler les témoignages et les artefacts pour le musée. Pendant ce temps, à la maison, Élodie continuait son combat contre la maladie. Les traitements étaient éprouvants, mais elle puisait sa force dans le soutien de sa famille et dans l'espoir que représentait la transformation du quartier. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois sur le balcon, observant les travaux qui avaient repris, Élodie dit doucement « Vous savez, je pense que ce projet est en train de me guérir autant que les médicaments. Voir toute cette vie, tout cet espoir, ça me donne envie de me battre encore plus fort. » Gabriel serra sa main, ému. Il réalisait à quel point ce projet était devenu important, non seulement pour le quartier, mais aussi pour sa propre famille. Les semaines passèrent, et le projet continua d'évoluer. Chaque nouveau défi était abordé avec la même approche inclusive et collaborative. Gabriel apprit à écouter vraiment, à adapter ses plans, à trouver des compromis créatifs. Un jour, alors qu'ils visitaient le chantier du pont de la mémoire mais avec Théo, ils croisèrent Tamina qui supervisait les travaux. Elle s'approcha d'eux, un grand sourire aux lèvres. « Monsieur Delacroix, dit-elle, j'ai une nouvelle excitante. L'UNESCO s'intéresse à notre projet. Ils envisagent de le présenter comme un modèle de développement urbain durable et inclusif. » Gabriel fut stupéfait. Ce qui avait commencé comme un projet de rédemption personnelle était en train de devenir un modèle pour le monde entier. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Gabriel trouva Élodie assise à la table de la cuisine, des larmes de joie dans les yeux. « Les derniers résultats sont arrivés, » dit-elle en lui tendant une feuille. « La rémission est complète. » Submergé par elle émotion, Gabriel serra sa femme dans ses bras. Théo les rejoignit, et ils restèrent ainsi, enlacés, pendant un long moment. Plus tard, debout sur le balcon, Gabriel contempla le quartier qui étendait devant lui. Les lumières des bâtiments-ponts brillaient dans la nuit, symbole d'espoir et d'unité. Il réalisa que ce N n'était pas seulement Aubervilliers qui avait changé. Lui aussi avait été transformé, guéri d'une certaine manière, par ce voyage extraordinaire. « Ce n'est que le début », murmura-t-il pour lui-même, le cœur rempli de gratitude et d'espoir pour l'avenir. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où un petit garçon avait tendu un dessin à un millionnaire pressé. Aubervilliers était méconnaissable, transformé en un modèle d'urbanisme durable et inclusif qui attirait des visiteurs du monde entier. Par une belle journée d'été, Gabriel se tenait sur le toit jardin du pont de la mémoire, observant le quartier qu'il avait contribué à façonner. Les bâtiments-ponts, désormais couverts de végétation luxuriante, le garçon timide d'autrefois était transformé en un jeune homme confiant et plein d'enthousiasme. « Qu'y a-t-il, Théo » demanda Gabriel en souriant. « C'est le grand jour, tu te souviens ? L'inauguration du centre d'innovation sociale. » Gabriel hocha la tête. Comment aurait-il pu oublier ? Ce centre, fruit de la collaboration entre son entreprise, la mairie et plusieurs universités, était destiné à former la prochaine génération de leaders en développement urbain durable. En descendant du toit jardin, ils croisèrent Madame Dubois, qui guidait un groupe de visiteurs à travers l'exposition sur l'histoire d'Aubervilliers. La vieille dame, jadis si méfiante envers le changement, était devenue l'une des plus ferventes ambassadrices du nouveau quartier. « Gabriel, Théo », les interpella-t-elle. « N'oubliez pas que nous avons une réunion du conseil communautaire demain. Nous devons discuter de l'extension du projet à d'autres quartiers de la ville. » Gabriel acquiesça, toujours émerveillé par l'engagement des habitants dans la gestion de leur quartier. Le conseil communautaire, mis en place sur une suggestion d'Élodie, était devenu un modèle de démocratie participative. Lorsqu'ils arrivèrent au centre d'innovation sociale, une foule nombreuse était déjà rassemblée. Gabriel repéra immédiatement Élodie, resplendissante dans une robe d'été, en grande conversation avec Amina, qui était devenue une architecte renommée et une figure de proue du développement urbain durable. Alors qu'il s'approchait du podium pour prononcer son discours, Gabriel fut submergé par l'émotion. Il se remémora le chemin parcouru, les obstacles surmontés, les leçons apprises. « Mes chers amis, commença-t-il, il y a 5 ans, J était un homme différent, un homme qui croyait que le succès se mesurait en chiffres sur un compte en banque. Mais grâce à vous tous,
J'ai appris que la vraie richesse réside dans les liens que nous tissons, dans les vies que nous touchons, dans les communautés que nous construisons ensemble. Il marqua une pause, cherchant du regard Élodie et Théo dans la foule. Leurs sourires lui donnèrent la force de continuer. Ce centre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous osons rêver d'un avenir meilleur. C'est un lieu où les idées audacieuses d'aujourd'hui deviendront les réalités de demain. Alors qu'il concluait son discours sous les applaudissements, Gabriel réalisa que son voyage était loin d'être terminé. Il y avait encore tant à faire, tant de vies à améliorer, tant de communautés à transformer. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Gabriel S. éclipsa un moment sur le balcon de leur appartement. Élodie le rejoignit, glissant sa main dans la sienne. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Gabriel sourit, contemplant le quartier animé en contrebas. « Je pense à ce petit garçon qui m'a tendu un dessin il y a 5 ans. Je me demande s'il savait qu'il allait changer ma vie, notre vie, la vie de tant de gens. » Élodie posa sa tête sur son épaule. « L'amour a ce pouvoir, Gabriel. Il peut transformer un simple geste en quelque chose d'extraordinaire. » À cet instant, Théo les rejoignit, suivi d'Amina et d'un groupe de jeunes stagiaires du centre d'innovation. Leurs voix enthousiastes, pleines de projets et d'espoir pour l'avenir, remplirent l'air de la nuit. Gabriel serra Élodie contre lui, observant cette scène avec un mélange de fierté et d'humilité. Il comprit alors que le véritable héritage qu'il laisserait ne serait pas les bâtiments qu'il avait construits, ni même le quartier qu'il avait transformé. Son véritable héritage seraient les vies qu'il avait touchées, les rêves qu'il avait inspirés, l'espoir qu'il avait semé. Et alors que la nuit avançait, remplie de rires et de promesses pour l'avenir, Gabriel sut avec certitude que la plus grande richesse qu'un homme puisse posséder était l'amour qu'il donnait et recevait. Était là la véritable fortune qu'il avait découverte, grâce à un simple dessin d'enfant et au courage d'ouvrir son cœur.